Franchement, mi-prof, mi-gourou. On va garder plutôt la partie prof. On baisse notre garde alors qu'au fond, on sait que c'est pas du tout ok. Je sais pas, Freud, il dit qu'on... Il dit quoi, Freud? On reproduit tout le temps les mêmes schémas. Freud n'a pas tout le temps raison. Mon mec écoute avec moi. Ah, Ce qui engendre très souvent des heures de débat. j'ai cru que t'allais partir sur autre chose. Ah non. Est-ce qu'on se fait forcément du mal à rester dans une relation comme ça, même en étant consciente? Il faut partir, madame. J'ai reçu un témoignage qui, je pense, va te choquer, comme il m'a secoué. Ok. C'est un peu dur ou pas? Hello the world. Salut à toutes et tous. Bienvenue dans Dimeni, l'endroit où tu peux tout dire. Je suis de Louison, journaliste. Et je suis Alice, journaliste. On a récolté tous vos témoignages à raison de 4 aujourd'hui. On va vous les lire et surtout on va les commenter, vous apporter nos analyses et vous donner les meilleurs conseils. Exactement. Tout ce qu'on aime faire en fait. Ouais, tout ce qu'on aime faire. Et je me disais avant de commencer, tu sais, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, c'était devant un public. Ouais, c'était énorme. Et j'aime le journalisme et je me suis dit la force que c'était de partager avec les gens en direct et d'avoir leur feedback, tu vois. Parce que là, en vrai, on est deux. Mais d'avoir le retour des gens, je te jure, ça m'a rendu tellement heureuse. Franchement, c'était une super expérience et j'ai adoré parce qu'il y a même des meufs qui ont pris des notes, s'il te plaît. Non, mais on rigole pas par moquerie, mais par folie. Ah non, mais bien sûr, mais vraiment, genre la folie, genre qui prend des notes, genre de nos conseils, quoi. Mais en fait, c'est super satisfaisant parce que tu te dis, ok, ce que je dis peut avoir un impact et à la fois, on n'est pas experte. On part quand même de nos expériences, de ce qu'on lit, de ce oui, qu'on exactement. voit. Bah, on n'est pas experte, mais en tant que journaliste, quand même, tu vois, on engage pas mal de contenu, de choses, de livres, etc. Et ce qui nous permet, voilà, d'apporter notre petite connaissance et expérience à notre commu, quoi. Franchement, mi-prof, mi-gourou. Je me suis sentie... Oui, comme ça. C'est vrai que c'est ça, ça faisait un peu ça. On va garder plutôt la partie prof. Ou pote. Non, mais gourou sympa, gourou d'expérience, tu vois. Ouais. Parce que dans un groupe de potes, t'as toujours la meuf qui aime trop donner des leçons. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, il y a plein de types de potes dans un groupe. Et t'as toujours une pote où tu t'es dit, elle a des leçons de vie, elle a les bonnes métaphores. Bon, en tout cas, j'espère que ça a été utile à tous les gens qui sont venus nous voir. Et c'était vraiment super. Hâte de refaire. T'as un premier témoignage que t'as reçu, analysé, et t'as des recos à nous donner. Ouais, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Alors, t'es prête? Ah bah complètement, j'ai hâte d'écouter ce que tu vas me raconter. Hello les filles, j'ai eu un accident il y a quelques semaines qui m'a obligée à ralentir complètement. Pas de sport, moins de sorties, beaucoup de temps seule avec moi-même. Et ça m'a fait réaliser à quel point j'étais en train de foncer sans m'écouter. Mais du coup, je me pose une question qui me perturbe. Pourquoi on attend toujours que la vie nous force à ralentir pour le faire? Pourquoi on n'arrive pas à s'écouter avant, à reconnaître les signaux de notre corps, de notre fatigue, de notre mental? Est-ce qu'on est toutes un peu dans le déni jusqu'à ce que ça casse? Ou est-ce que c'est moi qui ai un problème avec mes limites? J'ai l'impression d'avoir redécouvert une autre façon de vivre, mais j'ai aussi peur de replonger dès que tout ira mieux. Ah là là. Je pense que c'est le problème de beaucoup de femmes. C'est qu'on n'a tout simplement pas appris à s'écouter et à poser des limites, non? Ouais. Je me reconnais trop là-dedans, mais je trouve que quand t'as un problème de santé, quand on t'arrête ou peu importe, je trouve ça détestable quand on te met des limites et que ça vient pas de toi. Ah bah bien sûr, mais en même temps ça te force aussi à te mettre face à la réalité de quelque chose, tu vois, je trouve. Oui, mais je me dis toujours, on peut gérer cette réalité, mais continuer d'avancer. Exemple, t'as un problème de santé, tu peux le gérer et faire d'autres choses, sauf que les gens attendent de toi que tu t'arrêtes, et je trouve ça horrible. Bah en fait, je trouve que c'est comme si, tu vois, t'es fatigué, tu vois, t'es fatigué, tu te sens pas bien, etc. Mais t'es toujours un peu dans ce truc de j'avance, je suis une warrior, je m'écoute pas. Et donc finalement, il va t'arriver un truc physique qui fait que t'es obligé de t'arrêter. Je sais que moi, tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé, comme je disais la dernière fois, je suis cavalière, il m'arrive de faire des chutes et donc d'être obligée de m'arrêter. Et si tu veux, je me souviens que pour ma dernière chute, une des premières choses que j'ai ressenties, ça a été du soulagement. Bizarrement. Soulagement. Du soulagement parce que je me suis dit, je vais enfin pouvoir m'arrêter et tu vois, et de pas avoir à me justifier de pourquoi je ralentis. Ok, t'as eu enfin une bonne raison de t'arrêter. Une bonne raison de m'arrêter. Je m'arrête. De un, sans que moi je me mette à culpabiliser, à me dire waouh, si je ralentis, je vais pas pouvoir faire ça, ça et ça, et je vais être déconnectée et tout. Là, j'ai pas le choix. Et en plus de ça, personne va pouvoir me juger de ralentir parce que j'ai pas le choix. Et là, je me dis, quand on en arrive là, c'est gravissime. C'est gravissime. Ça veut dire que le regard des autres, plus ta voix intérieure, qui fait dire que si tu n'as pas une bonne raison, de tu n'as pas le droit de t'arrêter. Exactement. Et tu vois, je pense que dans ce témoignage-là, je sens un peu ce truc-là, tu vois. Si j'ai pas une bonne excuse pour m'arrêter, bah je vais pas m'arrêter et donc je vais aller droit, je vais foncer droit dans le mur. Et finalement, on est beaucoup à qui ça arrive, tu vois. Ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être une chute parce que t'es fatigué, donc tu vas te casser quelque chose. Ça peut être aussi des maladies beaucoup plus graves, chroniques, des maladies auto-immunes. Enfin, tu vois, genre, voilà. On va se développer tout ça et finalement, on va être obligé de s'arrêter. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'avait grave
grave perturbée à l'époque de me dire waouh, je me suis soulagée de m'être pété le pied pour pouvoir m'arrêter. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Et franchement, moi, ça m'avait fait grave réfléchir à l'époque et je me suis dit, mais à quel moment on est si déconnecté de nos sensations, de nos émotions pour foncer, tu vois, tête baissée droit dans le mur, parce que tu vois, quand moi je m'étais pété le pied, résultat, c'est parce que j'étais fatiguée depuis longtemps, que c'était un truc qui était de fond, qui était là, etc., que je me suis pas écoutée, que je suis quand même allée monter à cheval, que j'étais pas à 100%, et bam, une connerie, je tombe, je me pète le pied. Tu vois, genre. Mais je trouve que c'est cata parce que je ressens tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai des problèmes de santé, et pour autant, même si mes problèmes de santé me forcent à m'arrêter, je n'ai aucunement envie de m'arrêter. C'est pas du tout un prétexte pour me dire je vais pouvoir m'arrêter, comme ça j'ai une bonne raison pour le dire aux gens. Au contraire, vu que je suis drivée par le fait d'aller en avant, la douleur c'est mon driver number one pour continuer tout le temps d'avancer. Et quand on me dit mais faut que tu te reposes, j'ai envie de regarder les gens de haut et dire mais en fait si j'ai pas envie, c'est plutôt quand on me dit de m'arrêter que ça m'agace. Bien sûr que c'est agaçant de devoir s'arrêter, mais en même temps, je veux dire, moi par exemple j'ai eu le soulagement. Après en effet j'ai eu la frustration de me dire on va m'oublier, je vais pas pouvoir faire avancer mes projets, donc je suis nulle, donc comment je vais faire, etc. Vite va falloir que je me remette très rapidement pour pouvoir me remettre le pied à l'étrier dans tous les sens du terme, tu vois, etc. Mais finalement encore une fois, bah tu fonces tête baissée en fait. Mon corps il avait besoin de se reposer. C'est non, il faut pas reprendre tout de suite. Non, personne va t'oublier en fait. Et même si on t'oublie, c'est ok. Enfin c'est pas grave. Et donc aussi prendre ce temps pour soi, de s'écouter, de se remettre. Et tu vois, je pense que c'est normal si le corps il nous envoie des signaux. Ce qui est pas normal, c'est de pas les écouter, quoi, tu vois. Mais après, c'est quoi l'échelle de vitesse ? Parce que quand on est malade ou qu'on doit s'arrêter, on a l'impression que les gens vont plus vite que nous. Mais est-ce qu'on connaît vraiment leur échelle de vitesse ? On se base de la partie... Enfin, tu vois, on se base sur quoi ? Après, c'est plus par rapport à toi, ce que tu te sens capable de faire ou pas au quotidien. Et ce qui est sûrement beaucoup trop au final, tu vois. Je sais pas, toi, t'as l'impression que tu te gardes assez de temps pour toi, pour ta santé mentale, pour ta santé tout court, ou t'es toujours dans la recherche d'aller toujours plus vite. Moi, j'ai toujours l'impression de courir, de pas pouvoir respirer, le projet d'après, encore d'après, tu vois, et faire 40 000 projets en même temps, tu vois. D'accord. Et donc, je me suis forcée à mettre, comme des rendez-vous professionnels, des points où je prends soin de moi. Si je ne fais pas ça dans mon agenda, je sais que je m'arrête jamais sur ma santé mentale et sur moi. Donc, c'est devenu un créneau dans mon agenda. Mais tu me disais que, par exemple, tu faisais des bains sonores, c'est ça, récemment, pour t'aider à... changement de vie. Et donc ça, je sais que c'est un créneau que je ne manque plus du tout. Et que ça me fait du bien. Parce que si je dis je vais prendre soin de moi, genre résolution de début d'année, je le fais pas. En fait, personne le fait. Donc le mettre comme le sport dans un rendez-vous immanquable dans une semaine, c'est la seule chose qui me fait tenir et qui me permet de prendre soin de moi. Mais tu vois, le fait de dire ça me fait tenir. Ah non, mais merci. C'est ça, psy que tu es. Et ça me fait tenir, mais bien sûr, parce que je suis totalement consciente que je prends pas soin de moi. Oui, genre, je suis pas dans le déni, je sais que je ne prends pas soin de moi. Mais et plus on me le rappelle, plus ça m'agace, donc j'ai décidé de le mettre comme genre j'entreprends ma santé. Et ça passe par des rendez-vous dans mon agenda, je m'y tiens. Et en fait, je suis même pas sûre de le faire vraiment pour moi, tu vois. Mais tu vois, c'est juste que parfois je me demande, on court après quoi ? Tu vois ? Mais déjà, on a le chrono qui tourne, tu vois, genre on n'a qu'une vie, le temps passe, on court après nos rêves, après les objectifs qu'on veut accomplir. Parce que tu vois, finalement, moi, sur mon canapé, laissé pendant plusieurs semaines, etc., ça m'a donné l'occasion de réfléchir à beaucoup de choses aussi. Et finalement, qu'est-ce que j'attends de la vie ? Quelles sont... c'est quoi ma définition de la réussite, finalement ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que j'aime ? Est-ce que je le fais par rapport à moi ou par rapport au regard des autres ? Tu vois, c'est plus ça, par rapport aux attentes des autres. Et donc, tous ces moments-là, en fait, je trouve que ce qui est aussi très intéressant quand tu prends le temps de t'arrêter parce que tu en as besoin, c'est que tu te retrouves face au silence, face à toi-même, et face à tout ce qui se passe dans ta tête et que tu caches sous le tapis quand tu es très occupé. Et donc, en fait, c'est vraiment aussi un moment d'introspection qui est hyper intéressant. Et je me souviens que tout le monde m'avait dit « Non, mais tu verras, c'est un moment où tu vas ressortir quelque chose de positif, où tu vas en sortir grandi, où tu vas remettre tout à plat, etc. » Et en fait, ça m'agaçait quand on me disait ça. En mode, tout moment de vie n'est pas obligé d'être facteur de ou apport de quelque chose. Mais oui, en effet, ça m'a permis aussi de remettre beaucoup de choses à plat, de réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie et si ce que je faisais avait vraiment un sens pour moi ou pas, tu vois, et revoir mes objectifs finalement, tu vois. Donc oui, en tout cas, pour répondre à la question, est-ce qu'on est obligé d'attendre de s'arrêter, tu vois, par contrainte
pour s'arrêter ou est-ce qu'il faut s'écouter avant? Moi, je pense que clairement, on nous a pas appris à écouter les signaux que nous envoie notre corps et que c'est hyper important de devoir les écouter parce que sinon, on fonce droit dans le mur et c'est comme ça après que des choses graves peuvent arriver. Donc, je pense qu'en tant que femme, on nous a appris à tenir. En plus de ça, la société nous impose d'être en finale assez ambitieuse, plus à comparaison avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui nous entoure, etc. Fait qu'on est dans une espèce de spirale infernale de la performance et de toujours produire plus, qui au final n'est pas toujours bon. Ouais. Donc voilà, après, entre ce qu'on dit, ce qu'on se conscientise et ce qu'on arrive à mettre en place au quotidien, cette idée d'un peu de ralentir, d'être doux avec soi-même aussi, tu vois, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est très propre, je pense, à notre génération de millennials et aux suivantes, tu vois, d'essayer de trouver cet équilibre entre être toujours dans la performance et aussi prendre du temps pour soi. Et voilà. C'est pas facile. Je pense que l'ambition nous ronge et nous drive. Exactement. Et je pense que c'est encore pire chez les femmes parce qu'il faut qu'on soit ambitieuse au travail et en même temps, il faut qu'on construise une famille et qu'on prenne soin de nos enfants et qu'on prenne soin de nos maris et qu'on prenne soin de nos amis. Enfin, tu vois, genre tout ça fait que ça fait beaucoup à apporter. Cette fameuse charge mentale dont on parle quand même assez souvent, voilà, fait que ça peut nous conduire à des situations où c'est too much en fait. Donc voilà. D'ailleurs, autre conversation, je pense que la charge mentale, on devrait trouver un nouveau mot parce qu'elle a tellement été utilisée qu'elle n'a plus trop d'impact. Oui, je suis assez d'accord. Souvent, en plus, ce qui m'agace, c'est que quand tu dis charge mentale devant un mec, le gars va hausser les sourcils. Ouais, mais tu vois. Oui, cette fameuse charge mentale. Bah oui, tu dis ça parce que t'en as pas, en fait. Parce que tu sais pas ce que c'est. Franchement, je pourrais faire un épisode entier sur le terme charge mentale. Je pense que c'est une bonne idée. Mars, Vénus, tout ça, c'est compliqué. Hein. Ouais, bah il y a encore du taf. Mais en tout cas, apprenons à nous écouter pour éviter d'arriver dans ce genre de situation, quoi. Donc voilà. Et je pense qu'il y a un livre qui m'a... Oui, dis-moi tout. Pas mal pour ma petite roco lecture. Un roman qui s'appelle Tout quitter d'Anaïs Vanel, qui est un roman autobiographique de l'auteur, où en fait c'est une fille qui hyper ambitieuse, qui travaille dans l'édition, etc., qui a tout pour réussir et du jour au lendemain, elle va quitter son mec, quitter son taf, quitter Paris pour reconstruire une vie qui lui plaît à 100%. Bon, elle avait, entre guillemets, à cette période-là, la chance mais elle n'avait pas d'enfant, etc., pas de contraintes, donc ce qui lui a permis de se dire allez, ciao, bonsoir, tu vois. Je ne recommande pas, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde mais tu peux t'échapper autrement. Voilà, en fait, si tu veux, elle était au bord du burn-out et elle a décidé de prendre les taureaux par les cornes, etc. Voilà, en tout cas, c'est une vision qui était assez intéressante et j'ai bien aimé, et aussi de se dire voilà, elle a pris les choses en main, elle s'est écoutée. Je dis pas que c'est la solution pour tous de fuir. C'est pas forcément une fuite en avant, mais voilà. En tout cas, c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai trouvé super intéressant et que je recommande. C'est un petit livre hyper facile à lire, donc assez feel good. Ok, à noter. Connais pas. Voilà. Kata. Kata, c'est mon mot. Ouais, non, mais kata, ce sujet, c'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment. On m'a fait remarquer ça. Kata. Tout est kata. Ouais. Ok. J'ai reçu un témoignage qui, je pense, va te choquer, comme il m'a secoué. Ok. Donc, je te lis et je te laisse commenter à la fin, ok ? Ouais. C'est parti. J'ai matché avec un mec sur Tinder. On a très vite accroché. Mêmes envies, même perspectives, même passion. On parlait tous les jours, on s'envoyait des photos. C'était comme un pré-date qui se passait parfaitement. On devait se voir une première fois, mais j'ai annulé pour un impératif pro. La deuxième fois, j'ai trouvé une excuse. Je voulais un bar pour notre premier rendez-vous, mais lui, il insistait pour qu'on se voit chez lui. La troisième fois, j'ai proposé un café. Il a encore insisté pour un rendez-vous à domicile. J'ai fini par céder et je l'ai invité chez moi alors que je ne le voulais pas vraiment. La soirée se passe bien, on parle, on rit, on commande à manger, on regarde un film, puis on couche ensemble. Le lendemain, il reste travailler chez moi, petit-déj, puis il part. On se dit qu'on s'appellera pour vite se revoir. Écoute bien ça. Je n'ai plus de nouvelles pendant des heures. Le lendemain, il m'écrit « Mais on s'est rien promis en fait à ce que je sache. » Alors que si, on avait partagé l'envie d'une relation sérieuse, de construire, mais jamais d'un plan cul. Après ce message, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je me suis sentie sale, comme si j'avais donné à mon corps quelque chose que je ne voulais pas. Honteuse d'avoir baissé ma garde. Au fond, je le savais. Je ne voulais pas que ce premier date se passe chez moi. J'ai écouté ma tête au lieu de mon intuition. Pas cool. Classique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est quand même une situation, malheureusement, qui arrive trop souvent. Mais je comprends tout à fait cette sensation, tu vois, d'être salie, quoi. Mais c'est terrible. Ouais, franchement. En fait, je me dis, premier date, c'est un peu comme un entretien d'embauche. On a envie que tout se passe bien. Donc, tu te montres sous ton meilleur jour. Évidemment, tu mens un peu. Ok ? Mais dans ce témoignage, ce qui m'a frappée, c'est qu'elle s'est forcée à faire quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire au plus profond d'elle-même. Et ensuite, elle s'est sentie salie. Et en fait, tu peux dire à tes potes, ouais, je me sens sale, mais en fait, ça va beaucoup
plus loin que ça de se sentir sali. C'est-à-dire que tu te sens sali parce que t'as outrepassé tes valeurs, parce que t'as ramené quelqu'un chez toi. Enfin, chez toi, c'est quand même un peu ton c'est ton cocon, quoi. Ouais. Et tu t'es senti sali parce que t'as donné ton corps. Va débriefer ça à ta tête. Genre pour aligner, tu vois. Et donc, pour moi, dans ce témoignage, il y a un peu... En effet, premier date, je sais pas si tu poses les bases, mais en tout cas, t'es à minima honnête, même si tu veux te vendre. Et là, c'est vraiment la femme comme objet sexuel. Ouais, sous le gars, il a menti, parce que s'il dit « je veux une relation sérieuse, etc. », juste, finalement, pour arriver à sa fin, je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Pourquoi les hommes mentent autant ? Ou en tout cas, n'arrivent pas à dire en premier lieu leurs intentions ? Là, je pense qu'en fait, c'est très clair. C'est juste qu'il a dit ce qu'elle attendait pour pouvoir finalement coucher avec elle, hein. Non ? Ah non, mais si, mais totalement. Mais genre, en quoi c'est difficile de dire je recherche juste un plan cul ? Enfin, je veux dire, ça, c'est pas grave, parce c'est pas un gros mot de vouloir ça, tu vois. Non, bien sûr, mais là, c'est juste que comme elle a voulu ça, elle s'est dit, moi, je veux dire ça, comme ça, au moins, je sais que je vais pouvoir arriver à mes fins, quoi, tout simplement. C'est plus, là, c'est de la malhonnêteté au-delà de, tu vois, d'être clair sur ses besoins, quoi. Ouais. C'est juste de la malhonnêteté. Après, il faut pas en faire non plus une généralité. Tous les hommes ne sont pas comme ça, mais je dirais que c'est quand même une grande tendance. Enfin, je sais pas toi, mais autour de moi, mes potes, c'est arrivé plus d'une fois. Et il y a ce truc de... On baisse notre garde, alors qu'au fond, on sait que c'est pas du tout OK. Genre, il y a un espèce d'espoir, tu vois, c'est le fameux « et si ». Non, bien sûr. Après, c'est peut-être aussi... cette personne-là qui a été déçue, etc., qui avait pas envie de base de le voir chez lui, tu vois, de comprendre pourquoi elle a cédé. Pourquoi, tu vois, elle a dit OK alors qu'elle en avait pas envie. C'est un peu ça, parce que je pense que en tant que femme, pareil, on nous apprend à écouter ce que veut l'autre, à vouloir plaire, à pas déranger, à pas savoir dire non, finalement, à pas savoir mettre des limites. Et donc, ce qui fait que potentiellement, on peut arriver plus facilement à ce genre de situation. Il y a ça, parce que en posant ses limites, ça veut dire que la personne en face peut dire bon ok, tu veux pas, aller ciao, bonsoir, tu vois. Et peut-être qu'elle avait tellement envie de passer du temps avec cette personne et finalement d'être aimée qu'on est prêt à accepter beaucoup aussi pour être aimé, tu vois. Il y a un peu ça aussi. Je pense qu'il faut, en tout cas, si tu nous écoutes, la personne qui a écrit ça, et pour toutes les filles à qui c'est déjà arrivé, je pense qu'il faut se dire pourquoi je l'ai fait rentrer chez moi. Qu'est-ce que j'ai laissé de côté ? Quelle valeur je franchirai plus à l'avenir ? En parler autour de soi. Ma psy me disait, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à dire à voix haute à ton entourage, c'est qu'au fond, c'est très problématique. Oui, et je trouve ça trop vrai, tu vois. Bien sûr. Parfois, avec ton mec, tu dis, est-ce que je raconte ça à mes copines ? Non. Si c'est passé un truc que tu racontes pas à tes copines, c'est que c'était pas du tout OK pour toi, quoi. Non, tu sais que c'est pas du tout OK. Même cette pote la plus ouverte d'esprit que t'as autour de toi, si tu ne veux pas lui raconter, c'est que tu sais qu'il y a un problème. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il faut en parler en effet à des professionnels, en parler à ses amis. Et puisqu'il y a le mot, je me suis sentie salie. Il y a un truc un peu genre mode escargot activé, genre mon corps, je le regarde plus. Donc évidemment, aller voir des psys, des sexologues pour reprendre possession de son corps et dire que ça ne vient pas de toi, mais que t'as subi un moment que t'as pas demandé et en même temps, t'as laissé un peu la porte ouverte. Oui, bien sûr. Bon, après, c'est un peu pas cool de dire ça, mais au final, cette expérience-là lui permettra de connaître ses limites et elle saura que, a priori, la prochaine fois, quand la personne lui dira vas-y, on va chez toi ou on va chez moi, elle va dire non, tu vois. Donc, on va apprendre de cette expérience-là. Tu crois qu'on apprend vraiment, genre en expérience amoureuse ? Je pense que tu tires un peu des traits, mais est-ce que... Ah ouais, t'appliques comme ça ? En vieillissant, quand même. Je sais pas, Freud, il dit qu'on... Il dit quoi, Freud ? Je le connais. Freud, il m'a dit Freud. On reproduit tout le temps les mêmes schémas. Et la réalité, c'est que c'est quand même un peu vrai, non ? Moi, je pense que Freud n'a pas tout le temps raison. Et moi, pour le coup d'expérience, je trouve que quand même, et heureusement, on n'est pas complètement con, tu vois, merci Freud. Oui, ok, on va peut-être répéter l'erreur une fois, 2 fois, pas 3 fois. Ouais. Et tu vois, par exemple, pour des gens qui vont toujours tomber dans les mêmes types de relations amoureuses, un peu toxiques, etc., je pense qu'au fur et à mesure, tu apprends à découvrir les red flags. Ouais. Et pas retomber là-dedans, tu vois. Alors peut-être que tu vas retomber là-dedans une 2e fois, mais encore une fois, tu vas pas retomber là-dedans une 3e fois. Je pense qu'on apprend vraiment de ses erreurs. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est de pas être dans le déni et d'analyser en fait pourquoi elle s'est sentie mal à l'aise, pourquoi, tu vois, c'était pas cette situation lui a pas plu, et qu'est-ce qui fait que la prochaine fois, elle pourra imposer ses limites. Après, c'est jamais facile, hein. C'est comme quand un mec va être un peu pushy, va commencer à t'embrasser, mais que t'as pas forcément envie, mais t'oses pas dire non parce que tu veux pas faire d'esclandre et tu veux pas crier, et donc tu vois, c'est comme, enfin voilà, donc c'est tout ça qui arrive.
bon bah la prochaine fois tu diras ouais je vais crier. Bon, peut-être que tu réussiras pas, mais tu iras. Enfin tu vois genre ce que je veux dire, c'est toujours facile à dire, bon, plus difficile à faire, mais et voilà. Et après avec l'expérience, avec l'âge, je pense vraiment que on sait un peu plus gérer ce genre de situation. Tu vois. Moi, le truc que j'ai souvent fait dans des expériences catastrophiques que j'ai eues, c'est qu'à chaque fois que je me suis sentie vraiment mal et pas bien, je prenais une note dans mon iPhone, je mettais la date. Bon, pas besoin de mettre le nom de la personne, hein, malheureusement, ce prénom ne te quittera pas. Et je décrivais précisément comment je me sentais. Je mettais des mots, tu vois, je disais, là, j'ai pleuré tant de temps, j'étais chez moi, voilà ce que j'ai ressenti, etc. Après, forcément, en tant qu'individu, tu replonges, enfin souvent. Et ensuite, j'allais relire mes notes et je me disais, quoi ? J'étais comme ça et j'ai oublié, c'est mort. Et c'est souvent ça qui me faisait dire, et ces notes, évidemment, je les ai gardées. Et donc, dans des moments un peu de faiblesse, quand tu vas les relire, tu dis, je ne peux pas autant me manquer de respect. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, c'est aussi une question, tu vois, de travail d'estime de soi, de savoir poser ses limites, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et ça s'apprend au fur et à mesure du temps, tout simplement, avec les expériences. Oui, et puis après, évidemment, n'hésitez pas à passer des petits tests au labo après cet individu que vous ne revoyez pas. Je sais pas comment se passait le rapport, mais oui, un petit test au labo, ça peut toujours aider tout à chacun. Exactement. Tu m'as pas regardé quand j'ai dit ça, je t'ai regardé par terre. J'ai pas compris. Non, parce que... je suis d'accord, mais j'espère que cette personne, pour une première fois, s'est protégée. Bah oui, non, mais disons-le, on le dit jamais assez, oui, je crois. c'est vrai, il faut se le redire. Ma reco va s'arrêter à un nom qui est un petit peu, je sais pas, la meuf que je préfère actuellement le plus sur cette terre que je ne connais pas. Et je te saoule souvent avec, c'est Amal Tahir qui a un podcast qui s'appelle Garce Thérapie. Donc en fait, les filles, allez écouter ce podcast. Pourquoi ? Elle est sexologue et créatrice de contenu. Elle déconstruit les comportements des hommes. Elle s'adresse aux meufs. Elle dit ce qui va pas. Donc elle a son œil de créatrice, mais elle est aussi et avant tout sexologue, ancienne. Et elle a pas sa langue dans la poche. Elle passe sa langue dans la poche. C'est ça que j'aime bien, c'est hyper décomplexé. Elle parle de tout. C'est assez cru, mais en même temps, on va droit au but. Donc au moins, on apprend pas mal, je trouve. Ah, mais moi, tous les mardis, j'attends son épisode de podcast. Hein. Et maintenant, sache que mon mec écoute avec moi. Ah. Ce qui engendre très souvent des heures de débat. J'ai cru que tu allais partir sur autre chose. Ah non. Non mais bah dis-moi, Louisa. La dernière fois, il était dans la rue, je lui donne un écouteur. Je mets un écouteur et tu sais, j'essaie de le regarder. Et bon, j'avoue, à chaque phrase, il faisait tu vois. Parce qu'il était pas d'accord. Mais tu sais, un mec qui entend ça, tu vois, il y a plein de trucs qu'il a insurgé et tout. Mais en tout cas, il y a un petit travail de fond qui se fait. Bah, déjà, qu'il accepte d'écouter ça, je trouve. Alors que c'était bravo, mon monsieur. moment, tu vois. J'ai ouvert la porte de mon moment. Quel moment j'ouvre la porte Non, mais en plus, je trouve ça chou, non ? Non, mais c'est super. Il veut même regarder le film Sex and the City avec moi. Oh, on l'aime bien celui-là. Ouais, un gros green. Bon, on sait qu'il est validé depuis quelques temps. Ouais, mais green quand même. Ouais, green flag. Ouais, j'étais un peu contente. Bon, voilà, c'était ma reco. Écoutez, Garce Thérapie, je vous jure les filles que ça va vous aider, quoi. Mais genre premier degré. Elle m'a révélé plein de choses chez moi. De toute façon, on a parlé la dernière fois du tuto fellation. Oui, en plus. Depuis, elle est validée, ça c'est sûr. Voilà, c'est bon, on a passé ce témoignage qui m'a un peu retourné. Ok, ouais, non, c'est vrai que c'est... Franchement, les mecs, parfois, me désespèrent. Bien sûr, pas tous les hommes, mais quand même pas mal. Surtout... Grosse tendance. Exactement. On va passer à un autre témoignage. Cette fois, un peu plus léger, somme toute, mais très énervant aussi. Enfin, très énervant, non. On va l'écouter. Alors, je vous écris parce que je suis dans une situation que je comprends, mais que je n'arrive pas à changer. Je suis avec quelqu'un depuis quelques mois. Objectivement, je sais que c'est pas l'homme de ma vie. Il a des comportements qui me dérangent vraiment, des incompatibilités assez évidentes, et pourtant, je reste. Le pire, c'est que je suis hyper lucide. Je sais que je me contente du minimum et que cette relation ne me nourrit pas vraiment. Mais je me dis que ça me va pour l'instant, que je suis pas obligée de chercher quelque chose de sérieux et que je partirai quand ça ne me conviendra plus. Sauf que je sens bien que je me raconte un peu une histoire. Pourquoi on reste, même quand on sait ? Est-ce que c'est de la peur, de la flemme émotionnelle ou juste l'envie de ne pas être seul ? Et surtout, est-ce qu'on se fait forcément du mal à rester dans une relation comme ça, même en étant consciente ? Il faut partir, madame. Non, faut partir. Ah bah non, mais je suis d'accord. Non mais on est d'accord. Parce qu'il y a trop d'antithèses, synthèses là dans ce que tu as lu. Il y a trop de je sais que ça me va pas. Je pense que cette personne est tout à fait consciente en effet de la situation, que le gars est un loser. J'ai l'impression, en tout cas, si on transcrit. Bah je sais pas si, en tout cas, il l'est. Pour elle, voilà, c'est pas l'homme de sa vie. Oui. Donc déjà, en fait, si c'est pas l'homme de ta vie, qu'est-ce que tu fais avec lui ? Tu vois ? Après, je peux comprendre un truc aussi. C'est que souvent. Parfois, enfin souvent non, mais il peut arriver aussi que tu sois dans un moment de ta vie où t'as pas forcément envie de quelque chose de sérieux, mais que c'est sympa d'avoir un gars sous le coude. Tu sais qu'il est sympa, tu sais que tu vas passer une bonne soirée, tu sais que sexuellement ça va être cool et tu vas avoir des petits câlins et voilà, pas de prise de tête.
tu vois, il n'y a pas de charge mentale liée à cette personne. Donc au final, pourquoi pas, tu vois, si toi c'est en accord avec ce que tu veux et ce que tu recherches. Bon, après. Si je répondrai après, je garde. après c'est juste genre, faut pas que ça dérape dans le sens si tu commences à avoir des sentiments et que là ça devient problématique et que tu sais que là c'est pas l'homme de ta vie mais en même temps tu t'attaches à lui et que tu dis ouais là il me saoule mais je veux pas le larguer. Là, on est sur un autre dossier, tu vois. Ou est-ce qu'on reste avec un mec qui nous plaît à moitié, voire à un quart ou un tiers, si j'ai bien compris, juste parce que, est-ce que c'est parce que t'as peur d'être seule, en effet, ou est-ce que t'oses pas le larguer, parce que, je sais pas, t'as peur de sa réaction. Enfin, tu vois, il y a plein de possibilités. Il faut juste se poser ce genre de questions. Donc voilà, moi je suis pas dans cette idée de ok, non, meuf, tu le largues parce que si c'est pas l'homme de ta vie, aucun intérêt. Tout dépend des raisons. Voilà, faut juste être honnête avec soi-même, c'est tout. Mais c'est toujours sérieux quand t'es avec quelqu'un. Non. Que tu le dates tous les mercredis soirs. Ce soit ton plan cul, que ce soit un gars que tu vois une fois toutes les 3 semaines. C'est toujours sérieux, des relations humaines. Je n'ai jamais cru, je te dis honnêtement, oui, mais j'ai jamais cru les gens qui disaient ça me va, et puis c'est pas très sérieux, et puis ça me va pour l'instant. En fait, déjà, dans ce témoignage-là, j'entends trop de trucs. Okay. Je sais que c'est pas ok, mais ça me va. Bah non. Enfin, je suis pas forte en maths, mais ça lui va pas, et elle aimerait peut-être autre chose. Peut-être qu'elle arrive pas à partir. Peut-être qu'elle veut que ça devienne plus sérieux. Dans ce témoignage, j'entends... Tu vois ce que j'entends? Tu veux que je te dise ce que j'entends? Vas-y, dis-nous tout. J'entends. C'est pas ok, mais c'est ok quand même. Oui, en mode bon, je me contente de ça, quoi. Mais est-ce que en se contentant pas que du minimum tout le temps, on va pas finalement, tu vois, genre s'habituer au minimum? C'est ma question. Elle a envie de s'habituer au minimum? Bah non, je crois pas. Bah non, sinon elle se poserait pas ces questions-là. Alors ça décale. Ça décale. Ouais. En fait, regarde, elle est dans cette situation. Oui, dans ce cas-là, c'est genre les plans cul et tout, t'en fais quoi? Mais il y a des règles pour les plans cul. Ouais. Tu vois? Genre un plan cul, tu le vois pas... Plusieurs fois par semaine. Bah non. Okay. Bah, mais alors il faut arrêter de faire parce que là, on est dans quoi? Est-ce que c'est une relation ou une situationship? En fait, parce que moi j'ai été dans des situationships. Ouais. Et j'ai trop fait la meuf, ça me va. Franchement. Ouais, ça va à personne. Ça va à personne. On va pas se mentir. Tu fais tout comme si t'étais en couple, t'as juste peur de dire t'as dit qu'on soit en couple. Pas dire en maternelle, je disais tu veux être mon ami? Ouais, c'était ma best friend. Ça pour le coup, c'est la pire des situations. Quand toi tu veux une relation de couple, que t'es toujours dans, tu vois, genre tu vis une relation de couple, mais il y a pas cette étiquette là, et le gars dit non, on n'est pas ensemble. Donc en fait, il prend que le meilleur. Et le reste, bah non, on n'est pas ensemble, donc je te dois rien. Ça, je pense que pour le coup, alors je sais pas si c'est cette situation-là, mais ça, c'est horrible. Parce que toi, t'es toujours en attente de quelque chose, et tu dis ouais, non, il va changer d'avis, et au bout d'un moment, il va m'aimer, et donc on va vraiment être un couple. Après, full respect pour les filles qui se contentent qui aiment ce genre de situation, tu vois. Enfin, moi, je porte aucun jugement là-dessus. Je dis juste dans mon propre spectre. Un jour, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit ça, mais quand on était jeune, elle m'a dit mais Louisa, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et cette phrase m'habite encore. Et elle me l'a dit, j'avais peut-être 18 ans et j'étais là. Tu sais, moi, j'ai jamais voulu être au début, je voulais pas être en couple, je voulais faire ma vie, full carrière et tout. Et un jour, elle m'a dit, mais Louisa, tu sais qu'on n'est pas fait pour être seul. Genre comme ça, on était en train de manger un truc. Et ça me marque encore. Donc évidemment, chacun a son propre process, voit une personne quand elle veut. Mais quand quelqu'un se dit, ouais, ça me va pour le moment, ça va pas pour le moment. Ah ouais? Non. Mais tu trouves ça pas... Enfin, franchement, je sais pas, genre, imaginons, tu sors d'une relation hyper longue, etc., t'as pas envie de te réengager, mais tu trouves un gars sympa, à qui tu passes des bons moments, et tu sais que t'as pas envie de t'engager. Tu vas tomber dedans. Mais bien sûr qu'au départ, tu ne veux pas t'engager, tu sors d'une période difficile. Parce que moi, je trouve que ça permet finalement plus de se protéger en mode, bon, bah, moi, je fais le strict minimum aussi, donc je prends pas de risque d'être déçu ou quoi que ce soit, parce que je sais qu'il est de toute façon décevant. Je vais chercher la définition de l'engagement, puisque j'ai l'opportunité d'avoir Internet. Action de se lier par une promesse ou une convention. Ouais. Ça, c'est l'engagement. Donc, évidemment, tu veux pas t'engager pour la simple et bonne raison que tu ne veux pas dire à voix haute est-ce qu'on s'engage ou pas. Alors qu'au fond, t'es engagé avec quelqu'un qui vient chez toi, avec qui tu manges toutes les semaines et tout. Ouais, mais je trouve que c'est une manière de pas être déçu au final, si t'attends rien. Je m'emporte un peu trop là. Ouais, moi je suis pas 100% d'accord avec ta vision. Ouais. Bon, après, c'est des visions différentes. Après, là, je m'arrête au message parce qu'elle dit ça me va pas, je reste et on fait comment quand même un peu pour partir. J'entends ça. Ah tu vois en tant que psychologue de comptoir que je suis. Oui, oui. Bah, comme on fait là pour le coup, meuf, genre tu prends tes clics et tes claques. Mais après, en vrai, c'est hyper dur de partir. Mais c'est vrai que quand t'es dans un certain confort, non, mais quand t'es dans un certain confort, tu dis bon, je sais qu'il va pas me faire trop de mal, sexuellement ça match, etc. Bon bah, enfin, tu vois,
pourquoi s'emmerder à le sortir, vu que tu t'y trouves toi aussi, t'as ton petit confort là-dedans. Mais est-ce que ça te fait pas perdre du temps pour la prochaine personne à qui t'aurais pas... Si ça t'empêche pas de rencontrer une nouvelle personne. Ça, c'est pas faux, par contre, madame. Non, ouais, good point. Ouais. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on appelle les relations pansement? Bah, tu sais quoi? J'adore les relations pansement, bah, voilà. Parce que je pense que ce sont les vraies relations. Ah, d'accord. Pourquoi? Ouais. Parce que je trouve que c'est les relations dans lesquelles t'es le plus toi-même. Parce que t'es... Oui, tu fais pas... Oui, bien sûr. En gros, t'es nature peinture. Tu sais d'où tu viens. Et je pense que c'est beau, la relation pansement. Et souvent, je connais beaucoup de... C'est pas beau pour celui qui est le pansement, mais... Si à un moment donné, enfin, je veux dire, la définition d'un pansement, c'est que ça s'arrache à un moment donné, quoi. Donc il y en a un des deux qui part ou pas. Je connais plein de gens en relation pansement qui sont restés et avec qui. De longue durée. Ah, je crois que t'avais dit dont toi. Je serais pas permise. ouais, de longue durée. Ok. Parce qu'en fait, t'as un peu rien à perdre à la relation pansement. C'est vrai. Bah, c'est ce que je te disais. T'as rien à perdre. C'est pas faux. Je suis peut-être emballée. Non, mais bon, écoute, en tout cas, pour cette personne-là, c'est juste, genre, si tu commences à te poser ces questions-là, c'est peut-être que t'arrives à la fin de cette relation, quoi. Je dirais. Et que, en effet, bon, bah, c'est pas toujours facile parce que l'humain n'aime pas le changement, l'humain aime le confort, donc aller finir quelque chose, c'est jamais facile. Donc même si tu sais que c'est pas l'homme de ta vie, en effet. Oui, je suis d'accord. Puis arrêter une relation, c'est quand même sortir quelqu'un de sa vie. Ouais, c'est ça, c'est pas cool en fait. C'est dur, je suis d'accord. C'est pour ça que ça peut être en effet un peu problématique, mais tu sais que c'est autres. pas l'homme de ta vie. Ouais, je suis d'accord. Donc bon, oui, c'est jamais facile. Après, c'est juste être en accord avec soi-même et voilà. Mais bon. Faut se foutre dans la merde en effet dès que tu sais que c'est pas l'homme de ta vie. Ma mère, elle m'a toujours dit depuis que je suis petite, au fond de toi, tu sais. Et tu sais pour tout. Toujours écouter. Tu as fait allonger la thé, mec ou pas, vêtements courts ou longs. Je te jure, au fond de toi, tu sais oui, toujours. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse prête vraiment attention à notre intuition parce que c'est toujours la bonne. Ouais. Après, partir, c'est super compliqué. Je pense que c'est un des trucs les plus durs à faire. C'est pas confortable. Non, c'est dur. Ouais. On va pas se mentir, c'est dur. Mais bon, après, mieux vaut pas, parce que parfois, tu vois, ce genre de relation, ça peut devenir inconfortable. Mieux vaut pas couper tout de suite et que ça fasse mal pendant une semaine, plutôt que de rester dans un entre-deux un peu inconfortable pendant plusieurs mois. Et au final, ça va plus t'abîmer qu'une relation, enfin, une coupure nette d'un coup, tu vois. C'est ça que je me dis aussi. Ouais. C'est qu'au final, ça t'abîme moins d'arrêter tout de suite plutôt que de t'abîmer à moitié quelque temps, quoi. Donc voilà, moi, c'est ça qui me motiverait, je pense. Ok. À partir. Donc, ok, faut que je réfléchisse encore un peu. Mais d'accord. Bah en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un livre qui peut pas mal aider de Boris Cyrulnik qui s'appelle Quand on tombe amoureux, on se relève attaché. J'adore le titre. Ouais. Bah déjà, oui, c'est ce petit jeu de mots. Ouais. Qui en gros fait une comparaison entre le sentiment amoureux et l'attachement, où en fait le sentiment amoureux c'est quelque chose d'assez immédiat, alors que l'attachement c'est quelque chose qui est plus sur la durée, et que donc en effet c'est toujours plus difficile de quitter après un certain temps, parce que tu es attaché à personne, parce que tu t'es investi, etc. Et donc voilà, l'auteur explique ça très très bien, et ça fait réfléchir sur notre mode d'attachement à l'autre et au couple. Voilà. Oui, puis Boris, c'est un philosophe extraordinaire. Franchement, Boris, très intéressant. Il a beaucoup de conférences d'ailleurs gratuites sur YouTube. Qui sont hyper intéressantes. J'encourage à aller voir surtout sa vision sur l'amour, sur plein de choses. J'ai adoré. Ouais, bah je vais le lire parce qu'il me paraît hyper intéressant. Oui, je suis d'accord. Et assez accessible, tu vois. Oui, quand t'es pas perdu dans des termes super philosophiques et tout. C'est juste qu'il parle un peu lentement, donc. Il parle lentement, mais c'est important de parler lentement. Ouais, Alice. c'est vrai. On va reparler tout à Je l'heure. t'ai dit. Oui, c'est vrai. Ok, bah on espère t'avoir aidé. N'hésite pas à nous faire un feedback. J'ai envie de l'appeler Ophélie. On Ophélie. connaît pas son prénom, mais je sais pas, elle m'inspire une Ophélie. Ok, quatrième et dernier témoignage, rien à voir. On y va. J'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Depuis, je n'arrive pas à retourner dans sa maison. Son odeur, ses objets, tout est resté pareil. J'ai peur qu'en rangeant, je l'efface. Et en même temps, je sais qu'il faut avancer. Comment fait-on pour garder vivante une personne qu'on a aimée sans rester figé dans le passé ? Ça, Boris pourrait répondre. Boris, ouais, c'est clair. Sujet. Enfin, moi, déjà, c'est ma phobie. De perdre quelqu'un ? Perdre ma mère. Ah ouais, bah, meuf cata. Donc, ça. Ouais. C'est. Ouais. Force à cette personne, déjà. Ouais. Parce que ça va être une situation très compliquée. Je te laisse analyser, là, parce que ça m'angoisse. Ouais, j'ai bien réfléchi. Déjà, la première chose à se dire, c'est que quand une personne décède, on essaie toujours de trouver des réponses. Et on a toujours ce « si j'avais su ». Et je pense déjà qu'il faut se délester de ce genre de questions parce qu'en fait, tu n'entres jamais dans ton deuil et c'est des réponses que tu n'auras jamais. Et donc, accepter le fait de ne pas avoir de réponse, c'est déjà un pas pour avancer. Parce que sinon, t'as toujours... en fait, ça t'empêche pleinement de faire ton deuil. Voilà. Après, je vous fais un feedback, sachant que j'ai perdu mon père il y a 4 ans. J'ai un peu analysé en feedback.
Alors, ce qu'il faut se dire, pourquoi le deuil, ça fait super mal, j'ai essayé de mettre des mots là-dessus avec ma psy. En fait, c'est tellement vertigineux que quand tu perds un parent, c'est tes deux pieds. Donc en fait, c'est ton centre. Ah bah c'est ton centre. Donc demain tu perds un parent, en fait tu te retrouves sur un yep et tu te dis qui je suis, pourquoi je fais ce travail, qui va me regarder. Et je sais que quand j'ai perdu mon père ayant un métier d'image, je m'étais dit en fait je vais arrêter d'être journaliste devant une image, il va plus me regarder. Tac tac psy-connexion, je me suis rendu compte que si j'étais filmée c'était pour qu'il me regarde. Psychologie impressionnante. Et donc en fait il faut se recentrer et c'est très long de se dire mais en fait qui je suis. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Genre, c'est comme si tu perdais tous tes potes et tu disais mais en fait je suis quel genre de pote et donc faut se retrouver, faut avoir ça. J'ai mis des bullet points que j'aurais jamais pu répondre. En gros répondre. tu te reconstruis en effet un nouveau centre, un nouveau oui tu perds quand même une base quoi. Tu perds une base, tu perds une voix. Et en effet cette question du regard parce que nous c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses, enfin nous les gens en général. C'est vrai qu'on se construit beaucoup par rapport au regard de ses parents parce qu'on veut les rendre fiers, parce qu'on veut. Et c'est vrai que quand tu as plus ce regard-là, et tu vois, en plus, pareil, moi, c'est une question que je me pose assez souvent. C'est si demain. Alors, je touche du bois. Allez, touchez envoie du bois. Si demain mes parents venaient à ne plus être là, est-ce que ma vie serait différente ? Est-ce que je ferais autre chose, tu vois ? Tu vois, moi j'ai un père qui vient du milieu des médias, grosse pression de réussite, pas du tout lui, venant de lui, mais en général pour réussir dans ce milieu-là. Est-ce que je ferais autre chose demain ? Est-ce que, tu vois, si mes parents n'étaient plus là, est-ce que ma vie serait différente ? Est-ce que j'habiterais ailleurs ? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est plein de questionnements comme ça. Tu te poses des questions. Ouais, exactement. Donc j'imagine même pas quand ça arrive en vrai, quoi. Ben, en fait, il y a le côté. En fait, c'est que des habitudes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais filmée, mon père, il regardait tout. Il comprenait pas forcément tout, tu vois, mais je sais qu'il m'envoyait 1 milliard d'émojis. Il n'y a rien à voir. Il pouvait y avoir un cocktail, un cœur, un gars qui tombe, un skateboard. Ça n'avait pas de sens, mais c'est une sorte de validation de la personne. Et tu sais très bien que quand t'es filmé, t'as besoin de validation des gens qui t'aiment, parce que sinon, tout le monde te donne 24 avis. Donc les conseils que je peux donner pour parce que c'est vrai que tu récupères après l'appartement de la personne. Ouais, c'est ça. Mais elle disait le peur d'oublier des choses, etc. Ouais. Tu vois, c'est con, mais ma mère, elle me laisse souvent des messages vocaux sur messagerie, genre coucou, j'ai essayé de t'avoir au téléphone, etc. Et je les efface jamais. Ouais. Parce que je me dis, si un jour elle est plus là, bah il me restera ça. Oui, mais tu sais, quand tu perds quelqu'un, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Moi, je peux plus regarder de photos ou des photos de lui très jeune, mais pas récentes. Je ne peux plus écouter, plus voir de vidéos, plus rien. Et au contraire, ma sœur, elle fait que ça. Tu vois, elle peut regarder et tout. Et donc, je pense que déjà, je me souviens que quand j'ai perdu mon père, j'ai vu mes meilleurs potes, genre 2-3 semaines après. Et j'ai une de mes meilleures potes qui m'a offert un cahier avec un stylo qui m'a dit « Maintenant, tu vas écrire tous les jours. » Et vu que t'es complètement perdu, j'ai écrit tous les jours. Et donc, le conseil que je peux donner à cette personne, c'est il faut écrire tous les jours en s'adressant à la personne. Donc, ce que je faisais, c'est que je parlais à mon père, tu mets les dates et tout, et tu écris sa réponse. Parce que tu connais tes parents, tu vois à peu près comment ils auraient pu répondre. Évidemment, tu pleures, t'es en cata. Et t'écris. Et de mois en mois, d'année en année, je me rendais compte que ce que j'écrivais il y a 2 ans ne correspond plus du tout à ce que je peux écrire aujourd'hui. Tu vois. Et ça te permet aussi d'avoir, tu vois, une trace de comment t'étais il y a 1 an et de ce que t'es aujourd'hui. Ensuite, évidemment, t'as peur. Alors moi, j'avais très peur d'oublier son rire, sa façon de parler. En fait, tu l'entends plus, donc forcément, à un moment donné, t'as l'impression que c'est perdu. Mais en fait, les souvenirs te rappellent la façon dont il riait, la façon dont il avait de se parler. Donc, en fait, la peur, elle est un peu intangible. C'est sûr que tu vas plus jamais entendre son rire, sauf si t'as ce que tu disais, les vidéos et tout. C'est comme ça que tu te soignes. Et il faut absolument retourner dans ces endroits-là pour se les réapproprier. Et le souvenir, après, il se transforme un peu. Et je sais que, par exemple, moi, ma sœur, elle a juste besoin d'écouter des vidéos. Moi, j'ai besoin de porter une cravate de mon père, de porter, tu vois, une chemise. Et donc, je pense que pour ne pas oublier ses parents, il faut retourner, réaménager, vendre, tu vois. Mais je te dis la réalité, tant que t'es pas dans la situation. Ah oui, en fait, oui, chacun va réagir à sa manière. Il n'y a pas de méthode brevetée, on va dire, pas face au deuil. Non, je serais milliardaire. Mais... Mais gars, il y a quand même une espèce de boîte à outils, comme tu disais, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par collecter des affaires, tu vois, qui te parlent, pour pouvoir avoir des souvenirs et tout. Mais en effet, ça doit être... Voilà, il n'y a pas de méthode, quoi. C'est un peu toi, comment tu le vis. Ouais, il n'y a pas de méthode. Et je me dis que pour avancer et ne pas oublier la personne, je crois que tu comprends que tu as passé tout ça quand tu commences à rire du décès d'un de tes parents. Mais que t'arrives à faire une petite vanne, du style moi j'aurais aimé lui dire mais il est pas là, enfin c'est pas des trucs hardcore, enfin tu vois. Et je trouve que quand tu ris, c'est la façon, et pour lui répondre, de garder la personne vivante, d'extérioriser et quand même d'avancer. La réalité, c'est qu'un deuil, c'est toute ta life. Ouais, bien sûr. Et je me souviens qu'il y a un acteur sur le plateau de Jimmy Fallon qui disait en fait moi je pleure tout le temps. Il avait perdu sa mère super jeune, dit en fait moi je pleure tout le temps parce que pleurer, c'est montrer mon amour. Et j'avais trouvé cette phrase trop belle. Ouais, j'avoue.
Oui, c'est au final honorer sa mémoire, quoi, tu vois. Enfin, montrer qu'elle est toujours là, qu'il pense toujours à elle. Bah oui, j'avais trouvé cette phrase trop belle. Et le truc que je veux absolument dire qui me vénère aux gens qui... C'est la meuf, elle change de mood. Les gens qui soutiennent quelqu'un qui vient de perdre une personne. Ouais. Arrêtez de dire ça va aller, hein. Faut avancer, faut continuer à vivre. Hein. Tu verras, ça va aller. Alors moi, on me l'a fait de fond en comble. En fait, j'ai envie de dire à ces personnes déjà, arrêtez. Commencez toujours vos phrases par j'imagine. J'imagine que ça doit être facile. Dur, exactement. Mais utilisez le mot j'imagine. Arrêtez de donner des leçons comme ça aux gens parce qu'en réalité, quand tu perds quelqu'un, tout s'arrête. Un peu comme, tu vois, quand toi, tu t'es pété le pied, là, la cheville. Ou même quand tu vis une rupture intense. Ou, enfin, tout ce qui peut amener au deuil, finalement, qui est très violent. En effet, après, ce qui est dur aussi pour les gens en face, c'est qu'ils ont envie de te réconforter, etc. Mais souvent, tu sais jamais quoi dire dans ce genre de moment. Pour les gens en face aussi, hein, tu sais pas quoi dire. Hein. Mais dans toute forme de moment un peu comme ça, dur, tu dis quoi? Tu vois, genre quand quelqu'un t'annonce qu'il a une maladie grave, quand tu vois, tu faut dire oui, non, je suis d'accord. En fait, juste être là déjà. Exactement. Pour l'autre, et dire je suis là si t'as besoin de quelque chose. Pas moi par exemple quand je me suis séparée, c'était tout le temps genre non mais t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas, tu vas rebondir, tu vas refaire ta vie. Tu vas refaire ta vie. Non mais c'est super dur. Mais je me souviens que mes potes avaient fait un peu une réunion parce que je leur en voulais trop de pas être là pour moi. Et il m'a fait une réunion, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Et je leur ai dit envoyez-moi des emojis. Ouais, juste coucou, je suis là. Non mais parce qu'en vrai personne pourra rien faire pour toi. Ouais, bien sûr, de toute façon oui. Donc voilà, donc faut rire, faut trier, faut se réapproprier. Il y a plein de lignes d'écoute qui existent pour parler du deuil parce que c'est mieux de parler à une personne que tu connais pas. Donc je vais pas toutes les lister, mais il y a emprunteasso.com par exemple. Enfin vous trouverez toutes les infos sur internet. Et moi il y a une BD qui m'a choquée, j'avais lu en une nuit. On m'a offert une BD qui s'appelle In Waves. Ok. Dans les vagues. Okay. Et parce que le deuil, tu vois, c'est un peu les vagues. Oui. Et donc, ça s'appelle In Waves, c'est un surfeur et illustrateur qui s'appelle Eiji Dungo qui a écrit ça. Et c'est vraiment une histoire d'amour d'une surfeuse et puis qui tombe malade. Et donc, tu vois, c'est la métaphore de la vague avec la relation amoureuse. Sublimissime. Le livre est beau, en plus, tu vois, je le verrais bien dans ta bibliothèque. Il est bleu clair et tout, genre là. Ah bah écoute, je vais regarder ça. Ouais. Et donc, c'est sur le deuil. C'est carrément sur le deuil. Ok. Et ça m'a trop aidée. Ah ouais? Ouais. Ok, super intéressant. Donc, voilà les recos. Ok. Et appelez vos parents si vous voulez boycotter un peu. Ça, c'est sûr. Mais bon, moi, je garde précieusement. C'est horrible. Maman, je t'aime. J'étais beaucoup. J'étais beaucoup, c'est bon. Transition. Et en fait, je voulais dire aussi, le deuil, c'est pas un sujet grave. Et ma mère m'a toujours dit, c'est pas tabou. Parler du deuil, ça fait pas mourir. Donc on en parle trop, tu vois. Je sais la fête que ma sœur, elle veut faire, la fête que ma mère, elle veut faire. Et c'est trop un sujet normal chez nous. La fête de quoi? De la mort? Ouais, de quand ma sœur, elle va mourir, je sais la fête qu'il faut que je l'organise. D'accord. Tu vois, j'ai tous les détails. Ok. Oui, non, mais c'est parce que souvent, en fait, on est dans une... Tu sais, on a peur de vieillir et on a peur de la mort dans notre société. C'est hyper tabou. Donc, là, tu dis le mot mort ou mourir. Waouh. Ouais, ça fait peur. J'ai l'impression que ça va nous porter l'œil. Donc, c'est pour ça que j'aime pas en parler. Plus Tu portes beaucoup d'œil sur toi. Non, t'avais pas des bijoux œil? Non, pas aujourd'hui. Ah si, bah voilà. Toujours. Non, mais parler de la mort, ça fait pas mourir. Oui, c'est vrai. Et transition mort avec Caroline Bessette. Waouh. J'ai tenté. La pauvre. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est notre petite rêve pop culture d'une série que tu as vue récemment et j'ai lu des articles dessus. Exactement. C'est en fait, il y a une série qui est sortie qui s'appelle Love Story sur Disney+. Merci, j'ai True Story. Pas du tout. Love Story, en gros, qui relate l'histoire d'amour entre Caroline Bessette et Kennedy Jr. Ouais. Qui s'est mal fini parce que les pauvres ils sont morts dans un accident d'avion. Et parce qu'il a fait genre il savait conduire. Mais non, il avait le pied cassé, le gars il a fait n'importe. Bref. Red flag. Ne jamais monter dans un avion conduit par un mec qui a un pied cassé apparemment. Attends, on rigole. Blague. Voilà, tu vois, on rigole de la mort, c'est pas gentil. C'est pas très gentil. Voilà, bon, pour revenir à nos moutons, c'est une série déjà, moi j'ai adoré. Ouais, faut que je regarde. J'ai adoré parce que j'ai adoré le personnage de Caroline Bessette qui est incarné par Sarah Pigeon d'ailleurs. Super actrice que je connaissais pas du tout, qui a été découverte grâce à cette série-là, qui est magnifique. Et en fait, le personnage de Caroline Bessette, c'est vraiment une girl power hyper ambitieuse qui a fait ses armes chez Calvin Klein. Elle a démarré comme vendeuse et finalement elle a fini bras droit de Calvin Klein. Entre-temps, elle rencontre Kennedy Jr., il tombe amoureux, il met du temps à la convaincre de sortir avec lui. Bon, elle se laisse... voilà. Bref. Au final, elle se marie avec lui, elle quitte son job parce qu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas plus à travailler en étant avec Kennedy Jr. parce qu'il y avait paparazzi qui la harcèle 24h/24, donc elle finit enfermée dans l'appartement à ne plus vouloir sortir. Donc c'est là où tu vois que les méfaits parfois de l'amour. Ouais. Bon,
Ça, c'est l'histoire. Je vais pas non plus vous spoiler complètement. Non, bah non, merci. Mais en tout cas, à partir de cette série, elle est sortie genre il y a 3 semaines. C'est récent. Ouais, c'est assez récent. Et depuis, moi, sur mon Insta, sur Pinterest, sur TikTok, j'ai que des Caroline Bessette style. Genre, il faut s'habiller comme Caroline Bessette. Alors oui, elle était vraiment super stylée, faut pas se mentir. Et moi, j'étais la première à dire « Ah ouais, moi aussi, je veux m'habiller comme elle. » Un peu genre... Diana vibes. Ouais, c'est pas faux. Un peu less is more. Un peu plus à l'américaine. Son style. À l'américaine, tu vois. Okay. Mais oui, petites lunettes, petit col roulé noir. Vraiment, elle était super. Elle était, c'était truc de fou. Donc toi, ton coup de gueule, c'est de dire... Mon coup de gueule a été que, en fait, j'en ai marre qu'on réduise une femme à son style. En fait, ce qu'on a retenu de cette série-là et de sa vie, c'est qu'elle était juste stylée. Alors qu'en fait, elle... Alors oui, c'est vrai un peu. Ça faisait partie d'un de ses pans de vie. Mais au-delà de ça, c'était une girl boss de fou qui menait sa barque, vraiment, elle venait de nulle part en plus. Et ça, je trouve que ça c'est pas du tout retranscrit dans ce que je vois sur les réseaux sociaux. Vraiment, on a gardé que son style. Ouais. Et ça m'a énervée, en fait. Donc pourquoi on est... En plus, ça, c'est notre faute. Tu vois, là, c'est nous, en tant que femmes, genre, on va s'intéresser que à ça, quoi. Et en plus, il y a 2 choses. Il y a aussi une deuxième chose qui m'énervait, c'est les meufs. En fait, vous n'avez pas marre qu'on s'habille toutes pareilles? Genre, donc maintenant il faut s'habiller Caroline Bessette, donc très sobre, etc. Donc maintenant, voilà, il faut s'habiller comme ça. Donc ça aussi, ça m'a agacée. Ouais, je comprends. Donc il y en a marre aussi de ces trends. On peut pas être nous-mêmes, tu vois, genre s'habiller comme on veut, comme on a envie. Non, toujours à suivre des trends et tout, et alimenter, c'est un peu... Le capitalisme. Oui, non, mais c'est vrai, ça, tu vois, genre un nouveau haul Zara entier, genre ça m'agace, quoi. Mais je pense avec cette Caroline, il y a le côté j'ai envie d'appartenir à la catégorie de vie qu'elle a eue. Elle a eu aussi un peu un conte de fées, genre c'est un peu I am Caroline Bessette vibes. Elle a eu quand même une vie de fou, tu vois. Et il y a tout le côté Amérique, conte de fées, elle s'est réalisée, et puis elle a eu une mort terrible. Donc tu vois, c'est aussi appartenir à cette vibe-là. Mais je me dis aussi, en tant que femme, le pouvoir qu'on a, c'est le vêtement. Et je sais que par exemple, quand je vais à la télé, en fonction de la chronique que je fais hyper attention à comment je m'habille, parce qu'on sait qu'on fait passer beaucoup de messages, tu vois, Merkel, reine d'Angleterre, et tout ça. Et c'est aussi une force. Par contre, je suis d'accord que le côté tout s'habiller pareil, c'est un peu relou. Et en plus, on alimente un peu le mauvais côté, comme tu dis, des femmes. Mais en fait, c'est pour ça, en fait, tu vois, Caroline Bessette, elle avait sa propre personnalité, donc son propre style. Donc nous aussi, après, si vraiment ton style, c'est celui de Caroline Bessette, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais en tout cas, juste apprenons à être aussi nous-mêmes et pas tout le temps influencés par ce qu'on se voit. Ou... En fait, qu'est-ce qui te plaît chez Caroline Bessette? C'est pas forcément sa tenue, c'est le fait que ça soit une femme affirmée, qui tenait les rênes, etc. Ouais. Et c'est plus ça, en fait, et comment toi, tu arrives à retransposer dans ta vie les valeurs qui te plaisent chez elle. Je trouve ça plus intéressant, finalement, qu'un bout de tissu. Je suis d'accord, mais être une femme et s'habiller singulièrement, c'est aussi prendre plus de place. Est-ce qu'on a envie d'être vu dans la société, dans l'espace public? Est-ce qu'on a envie d'autant de se démarquer? Genre, t'habites à Paris, bon, allez, capitale, New York, tout ça, tu peux être un peu plus ouverte. T'habites en région, non, mais bien sûr. Venant de Lyon, il n'y avait pas beaucoup de gens très extravertis, bien sûr. stylistiquement parlant. T'es pas obligé de t'habiller de manière hyper extravertie, tu vois, mais c'est juste pas tout le temps copier ce que font les autres, quoi, c'est tout. Soyons plus Carrie Bradshaw vibes, quoi. Ouais. Carrément. Non? Oui, carrément. Pas forcément lui ressembler, mais tu sais, elle allait chercher des pièces, elle était très singulière. Être toi-même, en fait, ce qui te correspond. Après, si ce qui te correspond, c'est être hyper sobre, why not? Si ce qui te correspond, c'est de mettre des paillettes partout, trop bien aussi, tu vois. Ouais. Juste, voilà. Mais Rachel, dans Friends, elle est un peu Caroline Bessette. Années 90, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui, ils se sont rencontrés quoi, 94? Il y a plus de 30 ans? Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais vrai sujet, hyper intéressant. Mais en tout cas, la série est trop bien. Je vais regarder, c'est vrai que ça donne envie. La série. Et en plus, ça la met bien en valeur, elle. Voilà. Ah, limite, j'ai trouvé que dans cette série-là, elle était beaucoup plus intéressante que Kennedy Junior, tu vois. Ah, donc c'est forcément une femme qui a dû réaliser ça. Je sais pas. Non, pas tant. T'imagines, j'affirme ça, c'est un mec. J'irai checker. Ouais, on ira checker. Trop bien. Et on va terminer par un mot, quelque chose qu'on a appris récemment qu'on aimerait vous faire passer comme message. Moi, j'ai envie de vous dire, les filles ou les garçons, enfin ceux qui nous écoutent ou entendent, parlez lentement et forcez-vous à parler lentement parce que vous aurez moins de cortisol, la vie sera plus calme, vous ferez passer les messages autrement et vous vivrez plus sereinement. Tout en. Moi, mon petit message, ça peut être apprenons-nous à nous foutre la paix. Dans le sens où, de temps en temps, en effet, si
est un peu fatigué, qu'on n'a pas envie d'aller au sport, bah ça va. Si pareil, t'as un dîner, enfin juste apprenons à nous écouter en fait plus et à nous foutre la paix pour être plus serein et aligné avec ce qu'on est au quotidien, quoi. Bah, on se fout la paix en parlant lentement. On va être complètement amorphe en fait, tu sais. PS, c'est un réalisateur qui a fait Love Story, donc Arthur Hiller, mais à coup pas. Fast check, nickel. C'était. Après, c'est pas parce que c'est. Non, mais tu sais, male gaze, tout ça. Mais c'est bien en tout cas. Est-ce qu'il y a du male gaze dedans Ça, je peux pas. Tu vois, j'ai pas assez étudié la série dans la manière dont c'est filmé. C'est juste que j'ai bien aimé le personnage de Caroline. Après, est-ce qu'il y a du male gaze je sais pas. D'accord. Je sais pas s'il est irréprochable ou pas. Ok. Voilà. Ben, hâte de lire vos prochains témoignages et en attendant, foutez-vous la paix et parlez lentement. Merci Louise. Non mais c'est vrai, je sais jamais comment finir un podcast. Moi quand je fais mes contenus, je fais tout comme ça maintenant. Bisous. Bon bah dans ces cas-là, on fait quoi? Bisous.